Merci. Mesdames, Messieurs, la journée fut longue et je vais donc essayer d'être bref. Les 26e rencontres européennes de Luxembourg que nous venons de vivre ont tenu, je crois, ce que l'affiche promettait. Je la rappelle, elle disait « Venez dans la grande salle de l'Athénée, la plus prestigieuse des écoles secondaires luxembourgeoises, pour obtenir en écoutant, en questionnant, des éléments à verser au dossier du dérèglement climatique. Que fait l'Europe? Que peut-elle faire? Que devrait-elle faire? Nous avons invité 3 groupes d'intervenants, des élèves en alerte qui seront bientôt des étudiants, des scientifiques qui s'expriment clairement et des politiques de haut niveau investis de pouvoirs décisionnels. Pour les rencontres, ce format inédit était un défi que nous avons pu relever grâce à de nombreux appuis, commencé par celui de M. Claude Heiser, le directeur de cet établissement. Dès notre premier entretien, nous sentions que nous avions affaire à un enseignant désireux d'associer les jeunes à l'examen d'un problème complexe que les chercheurs posent implacablement et que les dirigeants politiques n'arrivent pas encore à résoudre, piégés comme ils le sont par la carence des moyens et les intérêts divergents. Monsieur Heiser nous a livré ce matin, et tous n'étaient pas là pendant son intervention, nous a livré ce matin quelques réflexions liées au rôle de l'école dans ce débat, et je voudrais, avec sa permission, les citer. J'essaie de retrouver ce passage, ce qui n'est pas toujours évident, le voilà. L'école, par sa nature, constitue un microcosme, une hétérotopie, pour utiliser le terme de Michel Foucault, une petite société à part, reflétant bel et bien les structures du monde réel, mais courant également le risque de se retrancher dans sa tour d'ivoire et de rester à l'abri des véritables défis sociétaux. Afin, c'est M. Heiser qui parle, d'assurer sa mission principale de former les jeunes à devenir des citoyens responsables et des personnalités justes, ouvertes d'esprit et réactives, il est essentiel que l'école ne se limite guère à enseigner les valeurs humanistes et à réduire celles-ci à des réflexions purement théoriques. Constater et discuter des calamités telles que la pauvreté, la répartition inégale des ressources, l'exploitation d'êtres humains ou la débâcle écologique ne fera pas sauver le monde, et voilà pourquoi les jeunes doivent apprendre à porter un intérêt sincère à autrui et surtout à agir et à réagir. C'est l'un des principaux objectifs de l'Athénée de Luxembourg est-il d'offrir aux élèves la possibilité de vivre les valeurs telles que la solidarité, l'empathie, le sens de la responsabilité et de l'altruisme. Donc, je pense que ces paroles sont à méditer. Et j'aimerais bien lire les dissertations de nos jeunes, permettez-moi cette familiarité, sur le sujet traité ici et attendre leurs avis plus longuement qu'ils n'ont pu le faire. Car, n'est-ce pas, on en verra quelques-uns aux commandes d'ici 15 ou 20 ans. Rappel des essentiels maintenant de notre débat, de nos travaux. J'en ai noté 10. 1. La hausse générale des températures mesurée par les scientifiques incommode et menace de nombreuses espèces, dont l'être humain lui-même. 2. Cette hausse des températures est en grande partie produite par les sociétés techniquement les plus avancées,
dont celle de l'Union européenne. 3. Ces sociétés techniquement avancées, dont celle de l'Union européenne, connaissent non seulement les forces motrices du réchauffement, mais aussi les mesures à prendre pour préserver les intérêts des générations futures. 4. Il s'ensuit que les décisions nécessaires dépendent de la volonté politique collective, laquelle peut s'exprimer librement dans les démocraties lors des élections générales. 5. Si, dans les États de l'Union européenne, il y avait une volonté politique majoritaire d'agir dans le sens recommandé par les politiques, nous, entre guillemets, pourrions obtenir un renversement de la tendance. 6. Le renversement de la tendance et la transition écologique supposent des efforts publics et individuels. Même si les opportunités, les innovations, les investissements et les emplois qui en découleront, les charges, si nous les prenons en considération, les charges pourraient être des facteurs aggravant les inégalités sociales dans les démocraties modernes. 7. Mais comment parvenir en démocratie à une volonté politique majoritaire si la démarche cohérente proposée entraîne des désavantages réels ou ressentis pour beaucoup, notamment pour les classes dites moyennes qui décident des grandes orientations politiques? 8. Si plusieurs États membres de l'Union européenne voient des partis extrémistes et ou populaires monter au pouvoir, c'est que l'Europe, ce formidable projet de l'après-guerre 40-45, et maintenant j'exprime un avis personnel, n'est pas suffisamment social dans la perception des couches défavorisées et de leurs représentants. L'Europe n'est pas perçue comme une institution suffisamment sociale. La grande question du climat, en point 9, la question fondamentale, vitale, cruciale pour ceux qui voient loin, n'est pas essentielle pour trop de gens parce que trop de gens dans leur vie courante doivent faire face seuls à des problèmes immédiats qui sont pour eux prioritaires. 10, dernier point, il y a donc un lien fort entre les deux questions, celle du climat et celle du social. Notre rencontre d'aujourd'hui a permis de mettre ce point en évidence et de l'inclure dans nos réflexions citoyennes. Après 1945, l'Europe était plus divisée que jamais. Même les 6 États fondateurs de la première des communautés, je parle de la CECA, avaient chacun, pour les autres, une méfiance profonde ancrée dans le vécu des générations précédentes. Dans ce petit grand-duché de Luxembourg, la population des années 45 à 55 n'aimait pas l'étranger, fût-il français, belge ou allemand. Et pourtant, quand son gouvernement devait offrir l'hospitalité à Jean Monnet et à ses pionniers en juillet-août 1952, elle comprit vite les enjeux et s'européisa. C'est un néologisme que je viens de créer. Plus vite que ses voisins et ses partenaires. Je vais être provocateur et affirmer carrément que l'Europe serait beaucoup plus loin dans son processus d'unification si les autres, ainsi que ceux, donc les premiers, les 6, ainsi que ceux arrivés plus tard, avaient agi à la luxembourgeoise, c'est-à-dire vite, parfois en improvisation, mais bien, sachant que l'union fait la force. Nos rencontres ne sont qu'une démarche parmi 100 ou 1000 ou 1 million pour faire avancer l'Europe, ce continent qui a dirigé le monde des grandes découvertes des 15e et 16e siècles jusqu'aux grandes guerres du 20e. Avancer vers où? Mais vers l'exemplarité politique, économique,
sociale et donc en bonne logique vers l'exemplarité climatique également. Nos rencontres sont aussi l'expression de la volonté collective d'agir dans l'intérêt général pour le temps présent et à l'avenir. Nous avons entendu, après les élèves, la militante, que je mets un peu à part des autres intervenants, la militante et les scientifiques. Nous avons entendu 3 hauts fonctionnaires politiques. Le ministre en exercice, le vice-président du Parlement européen, le commissaire en charge de l'un des 2 grands dossiers, donc du dossier social. Je dois les remercier. Merci M. Töpel, M. Angel, M. Schmidt. Je dois remercier également les élèves, et je les nomme. Bénédicte Gebhardt, ils sont là, je crois. Étienne Cambelleran, Halina, là c'est un nom compliqué, Quai de Beurre, Lena Kelsen, c'est facile, Yann Coursero. Je continue avec mes remerciements en nommant, comme je l'ai déjà fait, M. Claude Heiser, mais j'ajoute le nom de Madame Mona Girsch, voilà, qui a fait, donc l'attaché de direction, qui a fait équipe avec M. Claude Heiser pour ce projet exceptionnel aussi pour le lycée. Je dois citer évidemment les intervenants donc, qui sont à cette table, à cette tribune encore, M. Bourban, donc le professeur Bourban, Mme Valérie Trouet est partie, elle a dû d'autres obligations, faire face à d'autres obligations, M. Courbelet, M. Tom Boller, voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Non? Non. Je suis complet. Donc, je viens pour... c'est le rôle d'un président et il se brouille toujours dans les papiers à ce moment-là. Donc, je continue d'adresser les remerciements des organisateurs des rencontres aux institutions qui nous aident. La ville de Luxembourg, pour commencer, elle offrira le cocktail tout à l'heure. Le ministère des Affaires étrangères, représenté ici par Madame Beryl Kons, la responsable stratégique de la promotion de l'image de marque de Luxembourg. Le ministère du Tourisme, je l'inclus, tout simplement. Le Grand Orient de Luxembourg, représenté ici par son grand maître Guido Vervat, le Grand Orient de Luxembourg était dès 1996 un promoteur des rencontres. Je remercie enfin Madame Kalteux, la directrice de la représentation de la Commission européenne à Luxembourg. Elle est pour nous un partenaire important. Et comment pourrais-je oublier les membres de notre comité d'organisation? La liste serait trop longue, la liste des noms serait trop longue, je me contente de citer notre cheville ouvrière en chef, Étienne Bishops. Et voilà, donc le tour est fait. Si les 26e rencontres européennes ont instruit et éclairé tous les participants en quête de compréhension, elles ont atteint l'objectif fixé.
Maintenant, il ne nous reste plus qu'à agir, n'est-ce pas? Et c'est facile. Merci pour votre attention et à l'année prochaine. Merci.